Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Emmanuel Todd, Où en sommes-nous? Une esquisse de l'histoire humaine, publié chez les éditions Seuil, août 2017. Alors comme d'habitude, il y a deux aspects. L'aspect technique, le livre est facile en main, on le tient bien. C'est quand même un gros livre, 480 pages. Un grand format. Bon, moi je préfère les poches, mais là c'était un petit peu difficile de lire dans le métro. Donc il y a des mots qui sont un peu plus compliqués que dans les autres bouquins que je vous ai présentés. Je vous cache pas que moi en fait quand je comprenais pas un truc, j'allais voir sur mon smartphone la définition, parce que bon, vous verrez, il y a des termes qui sont techniques propres au truc. Deuxième aspect, c'est sur le fond, ce qui nous intéresse. Pardon. Tout d'abord, monsieur Emmanuel Todd, faut savoir qui c'est un historien. Et ses travaux se portent sur la famille, la fécondité, l'anthropologie. Il a publié 19 livres. Et là, il nous fait un bilan de ses travaux. Son livre est passionnant, vraiment, il est très sourcé avec beaucoup de statistiques. Et il revient sur ses erreurs, notamment son dernier livre qui est Charlie, où il avait cité son concept zombie. Et puis on pourrait maintenant l'étendre sur d'autres groupes humains. Moi j'aime bien cet auteur. Et j'ai déjà lu de ses ouvrages, notamment Après la démocratie, où il fustige sèchement la globalisation de M. Attali. Il se dit protectionniste. Moi, je pensais souverainiste, mais bon, on va le laisser protectionniste. Il est assez neutre dans ses ouvrages. Il dit vouloir décrire, pas expliquer. C'est vrai qu'il reste très factuel. Son ouvrage est un vrai travail bien réalisé. On sent le professionnel, hein. Je commence. Pour essayer de décrire la globalisation, il prend les 100 dernières 1000 années d'Homo sapiens. Il tente de saisir l'évolution et la mutation sans prédire. Donc lui, il étudie les groupes domestiques, le statut de la femme, la mortalité infantile. Alors c'est le décès des enfants de moins de 1 an, la fécondité du moment, la descendance finale, le taux d'alphabétisation, la proportion d'éduqués supérieurs, la conception biologique, les pratiques religieuses, le vote politique, les normes sexuelles. Son originalité, c'est d'appliquer la méthode du XVIIe, XVIIIe siècle au moment d'aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, hein. Alors lui, il part de Sumer. Il a 5000 ans, le berceau de la civilisation. Tout d'abord, pour bien comprendre ce livre, euh, il faut bien voir les types de familles décrites. Donc moi, je vous donne un petit conseil, quand vous lisez le chapitre des types de familles, essayez de vous faire un marque-page, sinon ça va être un peu difficile pour suivre, car il revient très souvent sur ça. Je ne vais pas vous décrire complètement le passage, mais je vous donne une idée, je vais vous citer des exemples de types de familles. Alors, la famille nucléaire pure, alors c'est papa, maman avec des enfants. La famille souche, c'est celle qui désigne un héritier unique. Généralement, c'est l'aîné. La famille communautaire exogame, en fait c'est le patriarcal. La famille nucléaire cousin croisé. Donc là vous comprenez, mais c'est là où en fait on peut se marier entre cousins. Il y en a bien encore, hein, mais c'est assez complexe. Il y a des niveaux, des sous-types, des classes, etc. Je vous laisse découvrir. Une fois que vous avez lu ce passage, vous imaginez un petit peu ce qu'est une famille pour Monsieur Todd. C'est très technique, hein. Il a fallu que je retourne souvent voir les classes, les types de familles pour comprendre. Donc, pour Monsieur Todd, en 1980,
Les États-Unis, l'Europe et le Japon ont défini les règles du jeu de la globalisation. Ils les appellent les triades. Moi, je pense de suite à la mafia chinoise. Dans les triades, ils citent qu'ils ont mis du travail à la population active récemment alphabétisée du tiers-monde. Il analyse l'évolution de la société. On vit plus longtemps, plus riche, plus éduqué, plus féminin. Donc nos désirs existentiels diminuent. Il compare l'alphabétisation et la fécondité. En clair, plus le niveau des femmes est égalitaire à celui des hommes, plus le taux de fécondité baisse. Et ça, c'est très important. En Occident, l'hypothèse d'une mutation matriarcale sans dire qu'elle réussisse n'a jamais été observée dans l'histoire. C'est une révolution, une véritable révolution anthropologique. Ça entraîne nos difficultés démographiques. Puisqu'en Europe, en Occident, en fait, on ne se reproduit pas assez, quoi. Il dit que cette mutation est une invention de l'Occident. Et l'alphabétisation est une des causes de la fécondité, mais il y a aussi, il n'y a pas que ça, hein. Il dit qu'une autre cause aussi, c'est l'alphabétisation plus la chute de la religion. Ça entraîne les mutations de la société. Quand le taux de fécondité est de moins de 2 enfants par femme, il y a une chute de la religion. Vous voyez, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Et il prend comme exemple la Russie en 1917, la Chine en 1940 et l'Iran en 1964, qui ont entraîné des révolutions. Par contre, il y a un passage où il dit qu'en Iran, les mosquées sont vides. Si quelqu'un peut nous éclairer, merci, parce que là, je pourrais pas, je peux pas vérifier, quoi. Donc, le retard des hommes et la fécondité ultra basse dans la société, toujours plus riche, plus grande, plus âgée, plus éduquée et dépourvue de croyances, est une nouveauté absolue sans précédent, qui prédire des sociétés négatives, improbables, voire carrément impossibles. Donc il revient sur la démocratie, le gouvernement oligarchique et une convergence des notions aux valeurs primitives. La désintégration par les mœurs est improbable. Seule l'immigration perturbe les sociétés de départ et d'accueil. Donc vous avez bien compris, là il dit qu'il n'y a que l'immigration en fait qui perturbe les sociétés et pas les mœurs. Bon, je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais c'est son travail, c'est lui le professionnel. Il dit même qu'on pourrait prédire les pays qui vont muter, surtout en Afrique, en travaillant sur les éléments familiaux. Il dit que l'Afrique subsaharienne est la dernière partie du monde à atteindre l'alphabétisation. Là, il prend comme exemple les Pygmées, les Bushmen et les Kungs. Ce sont sûrement des tribus. Il dit qu'une société va de simple vers complexe et pas de complexe vers simple. La globalisation associe et confond des cadres anthropologiques. Le basculement anthropologique de deux pays pourrait annoncer des affinités géopolitiques. On verra le passage sur les élections de Donald Trump aux États-Unis plus tard, parce que c'est lié. Donc alors, quand il parle il dit qu'il y a un conscient, un subconscient et l'inconscient des sociétés, qui se traduit par économie et politique, éducation, famille et religion. La mémoire de lieu ou la persistance culturelle des régions est surprenante, car il y a un flux incessant de gens du pays. En fait, il ne comprend pas trop comment on fait pour garder une culture dans une région, alors que dans le même pays, ben, les gens, ils n'arrêtent pas de bouger, quoi. Donc, il parle de la culture qui ne bouge pas, quoi. Alors, il nous met dans son livre des cartes de famille type en Europe. Et on constate de suite que c'est quasiment la même carte des types ethniques. Il dit que la démocratie a toujours une base ethnique et que la bureaucratie intellectuelle
a du mal à admettre que la performance éducative dépend davantage des traditions religieuses et familiales que de l'investissement économique. Bon, vous avez compris, il parle de l'âme des peuples dans un territoire défini, hein. C'est aussi simple que ça. Mais bon, revenons à la famille. La famille nucléaire a produit le fascisme puis le communisme. Donc je reviens, la famille nucléaire c'est papa, maman, enfant. Le communisme vient du système familial paysan spécifique. Alors là, il prend comme exemple la Russie, la Chine, le Vietnam et la Yougoslavie. Le protestantisme en 1930 entraîne le nazisme. Le bouddhisme au Japon entraîne le nationalisme. L'urbanisation et l'alphabétisation décomposent la famille communautaire. Donc la famille communautaire, c'est la famille patriarcale. La généalogie classique a donné l'architecture sociale, militaire ainsi que la supériorité. Et là, il nous cite Rome et la dynastie des Hun en Chine. La famille souche héritier peut produire un dynamisme ou un blocage. On voit bien la famille Bush, fils de président, comme les rois primitifs. Mais je vous parle d'Amérique plus tard, une fois que je vous ai expliqué son fond. Alors, ce passage est très très intéressant, car il va au fond du fond, donc il ne faut pas le rater, hein. C'est vraiment le passage que moi j'ai le plus aimé dans le livre, hein. Donc il parle du judaïsme et du christianisme. Donc sont fondés depuis des sociétés peu complexes. Pour comprendre, nous devons nous débarrasser de la famille projetée par la Bible. La Bible est un projet religieux, familial et ethnique. Il émet une hypothèse sur la Bible. Peut-être les scribes auraient inventé des légendes pour nous rendre compte du rôle des cadets qui leur apparaissait comme un dysfonctionnement. En fait, il dit que peut-être la Bible, en fait, c'est des gens qui racontaient ce que les autres faisaient et qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. Dans la Bible, le concept tu ne tueras point entraîne une fécondité élevée dans la population juive antique et donc pousse à l'immigration. Il parle de la transmission chez les juifs. Le père plus la mère égale enfant juif. Il dit qu'un groupe qui veut protéger sa culture garde ses femmes. Les migrants juifs étaient des hommes et ils se sont mariés avec des femmes trouvées là où ils s'installaient. À cette époque, c'était la religion du père qui était transmise. Il cite les travaux de Shai J.D. Cohen. Donc ça doit être sûrement un Israélien ou un Juif qui a étudié ce concept-là et il se questionne sur le fait que maintenant c'est la mère qui transmet et avant c'était ce que faisaient aussi les Grecs, hein, quand ils colonisaient quelque part, ils disaient quelque part, en fait c'était les hommes qui partaient. Et c'est vrai que c'est une vraie question, hein. Comment se fait-il que ça a bougé? Moi c'est des choses qui m'intéressent. Après, pour parler des États-Unis, il faut comprendre autre chose aussi. En 1560, les calvinistes protestants, et c'est eux qui ont fait, c'est les Anglais qui ont fait les États-Unis. Et donc, ces calvinistes protestants ne croyaient pas en l'égalité de l'homme. Ils citent Dieu ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à une vie éternelle, les autres à éternelle damnation. Et aujourd'hui, comme pour la transmission chez les Juifs, il y a eu changement. Pour preuve, la déclaration d'indépendance. Tous les hommes naissent égaux. C'est vraiment des trucs qui, moi, m'ont passionné. C'est vraiment très, très intéressant comment ça a pu changer. Donc, pour comprendre l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il faut bien comprendre ça. Donc, la paix est un problème social. La cohésion d'un groupe dépend de l'hostilité envers d'autres groupes. Toute chute de la violence externe menace donc la moralité et la cohésion interne du groupe. Pour exister, il faut se confondre à l'autre. Les Indiens étaient diminués, il fallait un autre groupe hostile. Donc les Noirs issus de l'esclavage. Donc M. Todd fait un long passage sur la ségrégation des Noirs en Amérique et l'emprisonnement, avec des statistiques évidentes.
C'est clair qu'aux États-Unis, on a beaucoup plus de chances d'aller en prison si on est noir. Et puis après, il revient sur le fait que c'est la Bible qui a fait devenir les Noirs américains. Donc ils se sont en fait greffés au modèle. Concernant la Russie, il dit qu'elle a stoppé les rêves américains de dominer le monde. Il compare l'intervention russe en Syrie comme la délivrance de l'Europe des nazis. Il y a un bon passage sur la Russie post-communiste où il revient sur sa prédiction de l'effondrement de l'URSS à cause de son taux de mortalité infantile. Donc lui, je crois qu'il avait fait un livre en 1976 et puis il prédisait, grâce au taux de mortalité infantile, qui je le répète, c'est le taux de décès des enfants de moins de 1 an. Donc si c'est vrai, c'est statistique, en fait c'est vrai qu'on peut prévoir beaucoup de choses. Concernant la Chine, alors lui il dit que c'est l'atelier du monde, créé par les États-Unis, où on excuse un peu tout. Pas comme à la Russie. Hein. La Russie, ils n'ont pas le droit de maltraiter certaines personnes. Par contre, les Russes, les Chinois, on les laisse. Il dit que ces dirigeants sont des incompétents. Les Chinois compensent le faible taux d'immigration par le nombre élevé d'habitants. L'émigration concerne surtout leur cerveau. Donc, leur niveau baisse. Le niveau des Chinois ne peut pas augmenter puisque leur cerveau s'échappe. Et puis les Chinois sont tellement nombreux qu'ils n'ont pas besoin d'expansionnisme. Alors ça, ça, je me suis toujours dit, c'est vrai, pourquoi les Chinois, en fait, vu que ce sont le plus grand pays au monde, ils n'ont jamais fait de problème à l'extérieur, enfin pas beaucoup, hein, à part peut-être là où il y a les bouddhistes, là, je ne me rappelle plus où c'est, là, au Tibet. Mais sinon, ils font pas de problème, hein. Ils sont tellement nombreux, en fait, c'est ça, et ils ont déjà beaucoup de problèmes à régler, eux. Alors il dit aussi que la Russie a créé le communisme mais que la Chine n'aurait pas pu. Ça, je veux bien le croire. Et nous, dans tout ça. Donc la France a produit l'homme universel, un personnage abstrait, une projection idéologique des valeurs entretenues dans une structure familiale du bassin parisien. Là, c'est très intéressant aussi. L'égalité frère-sœur a produit l'égalité homme-femme. Liberté des enfants a produit liberté des citoyens. Les enfants sont égaux, ça a produit les hommes et les peuples sont égaux. Donc après, il nous parle de l'Allemagne. Et il nous explique aussi, l'Allemagne a un taux de fécondité en baisse. Et son obsession, c'est de trouver des immigrés. Et que tous les changements qu'on a en Europe, ben, ça vient de l'Allemagne. On avait remarqué. Après, il nous dit que l'homo sapiens est universel, mais chaque nation a une spécificité. La globalisation entraîne les conflits de valeurs. L'élection de Trump, le Brexit, le vote FN en 2017 est similaire. C'est le vote des ploucs. C'est comme ça qu'on le voit, hein. Les gens qui votent pas comme l'État voudrait, l'occidentalisation et tous ces gens-là, ben, ils disent qu'on est des ploucs. Hein. Mais la haine du peuple, la haine du populisme est absurde. Sans peuple, pas de pays. Avec l'élection de Donald Trump, le rapprochement anthropologique va stopper la défiance des États-Unis avec la Russie, voire même devenir partenaire. L'Amérique va se redresser certainement. Les sociétés qui ont le moins changé anthropologiquement depuis Homo sapiens fonctionnent mieux. L'élection de Donald Trump est une radiographie mentale de l'Amérique à l'heure de la globalisation. Donald Trump avait raison. Il parlait comme les gens qui souffrent. Le vote est anthropologique. Maintenant, il a aussi une petite incisive envers la gauche. En fait, c'est la gauche qui a voulu l'éducation de masse. Donc, effet pervers, la gauche a rendu les gens de droite. Puisque quand on s'instruit, ben, on devient de droite, selon M. Todd. L'appauvrissement des pays occidentaux, à cause de la crise et de la Chine, va faire revenir les enfants chez leurs parents. C'est le début du changement en Occident. Vous avez compris? La pauvreté fait revenir les enfants chez les parents. Et c'est ce qui va changer, en fait, ben, notre société. Elle va revenir à un point anthropologique. Donc après, il nous dit que l'Amérique a inventé la démocratie primitive. Dans les années 60, l'Amérique avait obtenu le retard temporaire et la stagnation du développement de l'esprit, donc stagnation de l'humanité.
Vous savez pourquoi? Ben, en fait, c'est simple. L'arrivée de la télévision, c'est là que les gens, ils sont devenus bêtes. Mais je vais vous donner quelques faits intéressants avant la conclusion. Dans les familles d'immigrés où le parent ne parle pas bien la langue du pays, les enfants, surtout les fils, deviennent le point de référence culturelle et donc affaissement de la puissance paternelle. Et puis ce qui entraîne une surpuissance maternelle. Donc là maintenant on comprend un petit peu mieux certains comportements. Il cite: les sociétés homo sapiens n'étaient pas hostiles à l'avortement et l'homosexualité. Les sociétés qui acceptent le mariage homosexuel se reproduisent mieux. Le statut de la femme élevé plus le mariage homosexuel entraîne une réémergence homo sapiens. Bon, ça, on verra dans le futur. Pour finir, il fait allusion à l'enracinement, en disant que les peuples d'Indien d'Amérique qui pratiquaient l'agriculture sédentaire au XVe siècle ont résisté à la colonisation européenne, qui n'est en fait que l'âme des chasseurs-cueilleurs qui agit en mode prédation, eau, sol, pétrole. Donc pour conclure, c'est un très très bon livre, je le recommande à tous. Il est du calibre du Choc des civilisations de Samuel Huntington. Anthropologiquement, la mutation de l'Occident vers le féminisme n'a qu'un temps. On comprend mieux pourquoi certains veulent détruire la France, et en commençant par la famille nucléaire. Maintenant, s'il y a un retour, il se fera anthropologiquement, par l'enracinement des peuples occidentaux. Écoutez, si votre curiosité vous pousse à lire le bouquin, venez m'en parler, laissez-moi des commentaires sur ma vidéo, j'essaye un petit peu de m'améliorer, si vous pouvez me donner des conseils, et puis si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce, et puis surtout venez me mettre des commentaires, on discute. Allez, je vous laisse en musique comme d'habitude. Merci de m'avoir écouté, bye. This is good.